Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance de notre séminaire Pensée au présent. Aujourd'hui, donc, nous accueillons David Zappero, que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté de venir. Alors, en quelques mots, donc, David Zappero est un spécialiste de philosophie du langage, de l'esprit, spécialiste aussi d'éthique et de théorie de la connaissance, puisqu'il a consacré sa thèse à la figure d'Immanuel Kant. C'était une thèse intitulée Kant et la justification de la loi, qu'il a défendue en 2014 à l'université de Paris 1 Sorbonne sous la direction de Jocelyn Benoît. Suite à quoi, après quelques années, il a publié chez Vrin en 2021 un ouvrage intitulé La forme de la règle, Kant, l'éthique et la subjectivité. David Zappero a également co-dirigé avec Eduardo Marchesan l'ouvrage Context, Truth and Objectivity, Essays on Radical Contextualism, qui est paru en 2018 chez l'éditeur Routledge. Je cite également quelques-uns de ses articles récents, le sens de la transparence dans la Revue internationale de philosophie récemment, donc en 2022, On Trying to Leave Truth Alone dans la revue Philosophical Quarterly en 2021. On peut citer également Truth, Testimony and Self-Deception dans Philosophical Explorations en 2020. Et depuis 2015, David Zappero est enseignant et chercheur à l'Institut de philosophie de l'Université de Bonn, où il vient de me le confirmer, il est encore actuellement en poste à durée indéterminée. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « Sens, contexte et langage idéal », si le titre n'a pas été modifié. Il a été modifié. On va découvrir le nouveau titre sur le PowerPoint dans un instant. En tous les cas, cette conférence s'inscrit particulièrement dans le premier axe de notre séminaire Pensée au présent, cette question de la remise en contexte et du contextualisme. Et donc, je vous laisse la parole, David, pour annoncer ce nouveau titre et pour votre exposé. Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté de venir dans un contexte en plus de perturbation des transports en France qu'on connaît, ce qui justifie l'horaire un peu décalé qu'on a dû suivre. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on s'arrêtera à 16h30. Donc voilà, on a décalé un petit peu vers l'avant l'horaire du séminaire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors je vous remercie et je remercie Valérie Couturier également pour l'invitation. C'est un plaisir de parler dans ce contexte, dans ce séminaire interdisciplinaire. Alors, même si on ne me l'a pas demandé explicitement, j'ai compris l'invitation comme une invitation pour parler sur un sujet dans le cadre du premier axe des 3 ou 4 axes qui sont ceux du thème de cette année. Donc, j'avais prévu de parler sur l'importance qu'a la notion de contexte dans la philosophie du langage et de l'esprit. Alors, le titre a changé parce que l'objet et l'approche de mon intervention n'est pas tout à fait celui ou celle que j'avais d'abord prévu. J'en dirai un mot dans un instant. La notion de contexte a joué dans la philosophie du langage un rôle décisif dans les débats sur la signification. Elle a été d'une importance particulière parce que le contexte est pour tout, et cela est reconnu par tous les participants au débat, une dimension centrale de la dimension signifiante du langage. Donc même ceux qui, aux yeux de certains, minimisent l'importance du contexte dans l'étude de la signification sont prêts à reconnaître qu'il y a nombre d'expressions langagères dont la signification dépend du contexte. L'exemple paradigmatique sont évidemment les dialectiques, les expressions qui servent à référer à quelque chose. Donc, par exemple, des démonstratifs. Le sens de ce qu'on dit lorsqu'on emploie un démonstratif dépend du contexte dans lequel on l'emploie. Ceci ou cela fera une contribution différente à l'énoncé en fonction du contexte dans lequel cette expression est employée. Donc, tout cela est assez trivial. La question qui s'est posée surtout, et c'était là un des clivages dans les débats qui a pu
structurer toute une partie de la philosophie du langage contemporaine, c'est celle de savoir dans quelle mesure l'impact du contexte est quelque chose d'irréductible. Donc, une des questions qu'on a pu se poser et qui a pu faire l'objet des débats importants, c'est celle de savoir dans quelle mesure on pourrait éliminer d'un langage des expressions qui dépendent du contexte. Dans quelle mesure est-ce que ce serait un principe possible d'extirper tout ce qui dépend de l'inscription contextuelle sans perdre quelque chose d'essentiel. Donc, pour ne prendre qu'un exemple, mais un exemple particulièrement important, on a pu se poser la question de savoir si finalement toutes les expressions contenant des démonstratifs pourraient être substituées par des descriptions sans changer le sens de ce qu'on dit. Et est-ce qu'on pourrait au fond faire la même chose avec les noms propres? Si la réponse à cette question est affirmative, on considère que par un certain versant, l'inscription contextuelle de nos pratiques discursives n'est qu'un phénomène de surface. Parce qu'en fait, il s'avère qu'on peut éliminer cette inscription sans perdre quelque chose d'essentiel. Ensuite, si on s'y oppose, si la réponse est négative, on considère évidemment que l'inscription dans le contexte est quelque chose, dans un contexte, est quelque chose d'essentiel, de plus important pour le langage. On considère que cela constitue une dimension irréductible du langage. Donc, voilà une dimension ou un biais par lequel on a pu aborder cette notion de contexte dans la philosophie du langage. On s'est posé la question de savoir dans quelle mesure la dépendance du contexte est quelque chose d'irréductible. Donc, la notion de contexte a joué un rôle particulièrement important dans la réflexion sur la signification. Je voudrais, dans mon intervention, aborder la notion de contexte et la question de savoir en quoi elle est importante pour la philosophie du langage, pour une pensée du langage, par un biais un peu différent. À savoir par un biais qui n'est pas celui de la signification. Donc, l'approche que je vais aborder est linguistique dans un sens plus large, parce que je vais m'intéresser aux signes, mais je vais m'intéresser aux signes pas dans leur dimension signifiante, ou pas d'abord dans leur dimension signifiante, mais dans leur dimension, si on veut, plutôt matérielle, plus empirique. Ce qui explique le titre, d'ailleurs. Alors, le verbe dont il est question, que vous ne voyez pas. Voilà. Eh bien, c'est évidemment une référence au début de l'évangile de Saint Jean. Alors, le verbe dont je parlerai, ce n'est pas le logos dont il est question dans l'évangile. Dans cet évangile qu'on considère un peu grec, il s'agit au début de l'incarnation du logos. Donc c'est le passage de quelque chose de spirituel à quelque chose de l'ordre du matériel, de l'empirique. Alors ce n'est pas ce genre de transition ou de rapport qui va m'intéresser, puisque le verbe au sens qui sera pertinent pour mon intervention, ce sera plutôt le signe, donc le signe dans son côté, comme on verra, empirique, donc déjà quelque chose d'assez charnel ou empirique, mais, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce titre, il s'agira quand même de voir dans quelle mesure le signe, c'est-à-dire le verbe, peut être plus que simplement un caractère linguistique qui renvoie à quelque chose. Dans quelle mesure est-ce que le verbe peut être porteur d'une certaine réalité? Le signe peut être porteur d'une certaine réalité. Donc, si vous voulez, et ce seront les termes dans lesquels je vais formuler la question au cours de mon intervention,
il s'agira de savoir dans quelle mesure le signe n'est pas forcément qu'un indice, mais porteur d'une certaine présence. Le problème se posera surtout dans le contexte d'une réflexion sur le témoignage. Dans quelle mesure est-ce que le témoignage de quelqu'un est l'indice de quelque chose, renvoie à une réalité indépendante, ou au contraire, est-ce que le témoignage peut mettre le récepteur, le destinataire, en contact direct avec ce sur quoi il porte? Dans quelle mesure est-ce que le témoignage peut rendre possible un accès aussi direct à la chose que ne le peut d'autres moyens, comme par exemple la perception? Voilà donc le biais par lequel je voudrais aborder la question du contexte, l'importance que peut jouer cette notion dans la pensée sur le langage. Et pour commencer, je voudrais tracer un thème dans la recherche du temps perdu, qui est un des grands traitements romanesques du signe. Alors je vais m'intéresser au traitement proprement romanesque du signe. Il y a aussi des parties plus doctrinales où l'auteur se prononce sur le signe d'une manière assez explicitement philosophique. Alors je vais plutôt tracer ici le traitement qu'on trouve au niveau de la narration. Ce thème du signe, qui est absolument central pour la recherche, et c'est pas sans raison que Deleuze a même abordé toute la recherche dans cette optique-là, dans son ouvrage. Ce thème du signe est très étroitement associé à un autre thème qui est celui d'une réalité hors portée, ou d'une réalité qui échappe. Donc pendant une grande partie du récit, le protagoniste de la recherche a ce sentiment que la réalité lui échappe, que la vraie vie est hors portée, et qu'il n'a affaire qu'à une pas limitation de la réalité, que l'épreuve des choses est dépourvue d'authenticité. Alors, il y a plusieurs contextes dans lesquels cela arrive. Un exemple particulièrement important dans la vie du narrateur est la première fois qu'il va au théâtre. Il anticipe pendant longtemps d'assister à une représentation théâtrale, et finalement, quand il y va avec sa grand-mère, qui l'amène pour voir une pièce de Racine, si je ne me trompe pas, avec une comédienne particulièrement célèbre à l'époque, la Berma, et bien quand il y est finalement, il sent que tout ce à quoi il assiste n'est pas simplement moins émouvant et moins important de ce qu'il pensait auparavant, mais que d'une certaine façon, tout est affecté, faux d'une certaine manière, que ce n'est pas la vraie chose à laquelle il a affaire. Donc sa déception, elle est ambiguë, parce que d'une part, il sent que c'est moins intéressant de ce qu'il pensait, mais c'est pas que ça, c'est que surtout que la réalité à laquelle il pourrait peut-être accéder sous d'autres circonstances ne lui est pas accessible dans ce contexte-là. Et il a ce sentiment de se heurter à un certain obstacle qu'il n'arrive pas à identifier. Alors, un autre exemple, et c'est celui que je voudrais regarder d'un peu plus près, c'est quand il accède au salon du Faubourg Saint-Germain. Il anticipe là aussi, pendant longtemps, son entrée dans certains salons, notamment celui des Guermantes. Et finalement, quand pour la première fois il entre dans un de ces salons, il est très déçu parce qu'il a l'impression que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'il s'imaginait, et que la réalité qu'on lui avait promise n'y est pas. Alors, il décrit la situation de la manière suivante. Donc, dans le côté de Guermantes, peut-être un petit peu plus grand comme ça.
Ça se voit bien là, non? Je cite, « À plusieurs reprises, déjà, j'avais voulu me retirer, et, plus que pour toute autre raison, à cause de l'insignifiance que ma présence imposait à cette réunion, l'une pourtant de celles que j'avais longtemps imaginées si belles, et qui sans doute l'eût été si elle n'avait pas eu de témoins gênants. Du moins, mon départ allait permettre aux invités, une fois que le profane ne serait plus là, de se constituer enfin en comité secret. Ils allaient pouvoir célébrer les mystères pour la célébration desquels ils s'étaient réunis, car ce n'était pas évidemment pour parler de Franz Hals ou de l'Avarice ou pour en parler de la même façon que font les gens de la bourgeoisie. On ne disait que des riens, sans doute parce que j'étais là, et j'avais des remords en voyant toutes ces jolies femmes séparées, de les empêcher par ma présence de mener dans le plus précieux de ces salons la vie mystérieuse du faubourg Saint-Germain. Mais ce départ que je voulais à tout instant effectuer, monsieur et madame de Guermantes passaient l'esprit de sacrifice jusqu'à le reculer en me retenant. Chose plus curieuse encore, plusieurs dames qui étaient venues, empressées, ravies, parées, constellées de pierreries, pour n'assister par ma faute qu'à une fête qui ne différait pas plus essentiellement de celle qui se donne ailleurs que dans le faubourg Saint-Germain, qu'on ne se sent à Balbec dans une ville qui diffère de ce que nos yeux ont coutume de voir. Plusieurs de ces dames se retirèrent, non pas déçues comme elles auraient dû l'être, mais remerciant avec effusion Madame de Guermantes de la délicieuse soirée qu'elles avaient passée, comme si les autres jours, ceux où je n'étais pas là, il ne se passait pas autre chose. Était-ce vraiment à cause des dîners tels que celui-ci que toutes ces personnes faisaient toilette et refusaient de laisser pénétrer des bourgeoises dans leurs salons si fermés, pour des dîners tels que celui-ci? Pareil, si j'avais été absent, j'en eus un instant le soupçon, mais il était trop absurde. Le simple bon sens me permettait de l'écarter. Et puis, si je l'avais accueilli, que serait-il resté du nom de Guermantes, déjà si dégradé depuis Combray? Fin de citation. Donc, c'est un de ces moments où le protagoniste donne expression à sa déception de ne pas rencontrer une réalité qu'il attendait, mais qui semble s'échapper en raison simplement de sa présence. Le fait qu'il y soit signifie que quelque chose ne peut pas avoir lieu et qu'il ne peut pas donc faire partie de ce qui lui paraissait une vie plus éclatante, plus vraie que n'est la sienne. Alors, à la fin de ce passage, il évoque dans la toute dernière phrase le thème du signe et plus précisément la place qu'occupe pour lui une certaine catégorie de signes, à savoir les noms propres. Donc, ce thème d'une réalité qui est hors portée est, si on veut, décliné de deux manières dans la recherche. Et il apparaît d'abord dans le récit sur Swann, donc un autre personnage central de la recherche, qui lui aussi a ce même sentiment et est affligé par ce sentiment dans plusieurs situations, notamment lorsqu'il se rapporte à son amante, Odette, qui paraît avoir une vie qui inévitablement l'échappe. Alors, une différence entre le sentiment qu'éprouve Swann et celui qu'éprouve Marcel, puisqu'on va l'appeler Marcel, et que pour Marcel, il y a un certain nombre de signes qui maintiennent en vie son espoir de retrouver cette réalité qui l'échappe. Alors que Swann adopte à partir d'un certain moment donné une attitude résignée, d'ailleurs assez ambiguë sur laquelle je ne vais pas parler, mais en tout cas une certaine résignation. Marcel, lui, garde un espoir, et cet espoir s'appuie sur l'existence de certains signes, et notamment les noms propres. Donc un nom propre comme celui de Guermantes a, par sa sonorité et par son côté le plus matériel, si on veut, à savoir par le côté audible, déjà quelque chose de mystérieux, et un mystère qui renvoie à cette réalité qu'il croit pouvoir à un moment donné
saisir, ou à laquelle il pense pouvoir à un moment donné accéder. Donc, à ce stade du récit, les noms propres sont pour lui la marque de cet éloignement de la vraie vie ou de la réalité. Il y a des signes pour lui dans la mesure où on n'a pas affaire à la vraie chose. La vraie vie d'Eguermantes l'échappe, mais il a comme pis-aller ou comme substitut, mais comme un substitut assez défaillant, le signe. Il a le signe qui renvoie à quelque chose qui ne peut pas saisir directement, auquel il ne peut pas accéder. Donc, les noms propres sont pour lui rivés à ce moment-là à l'éloignement du réel. Les noms propres et les signes en général sont en quelque sorte des indices d'une réalité qu'il n'arrive pas à saisir. Alors, les noms propres ne sont pas le seul type de signes qui jouent un rôle de ce genre. Il y a aussi d'autres catégories. Il y a notamment le discours d'autrui, ou certains discours d'autrui qui prennent cette même place. Le discours des personnes sont, à ce stade du récit, conçus aussi comme des sortes d'indices d'une réalité psychique en général qui échappe au narrateur. Le thème surgit de la manière la plus explicite un petit peu avant l'entrée dans le salon d'Eguermantes, à savoir, voilà, le terme surgit lorsqu'un jour le protagoniste apprend que Françoise, sa cuisinière et sa servante, ne pensent pas que du bien de lui et qu'elle a pu raconter, avoir des propos désobligeants à son égard. Donc, lorsqu'il apprend de Jupien, un autre employé de la maison, que Françoise lui cache certains sentiments, il écrit la chose suivante, je cite: « Mais la première, Françoise, donc c'est la première personne qui va l'obliger à se confronter à cette vérité supposée, mais la première, Françoise me donna l'exemple que je ne devais comprendre que plus tard, quand il me fut donné de nouveau, et plus douloureusement, comme on le verra dans les derniers volumes de cet ouvrage, par une personne qui m'était plus chère, que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour être manifestée, et qu'on peut peut-être la recueillir plus sûrement, sans attendre les paroles et sans tenir même aucun compte d'elle, dans 1000 signes extérieurs, même dans certains phénomènes invisibles, analogues dans le monde des caractères à ce que sont, dans la nature physique, les changements atmosphériques. Quand Françoise, le soir, était gentille avec moi, me demandait la permission de s'asseoir dans ma chambre, il me semblait que son visage devenait transparent et que j'apercevais en elle la bonté et la franchise. Mais Jupien, lequel avait des parties d'indiscrétion que je n'ai plus connues que plus tard, révéla depuis qu'elle disait que je ne valais pas la corde pour me peindre et que j'avais cherché à lui faire tout le mal possible. Ces paroles de Jupien tirèrent aussitôt devant moi, dans une teinte inconnue, une épreuve de mes rapports avec Françoise, si différente de celle sur laquelle je me complaisais souvent à reposer mes regards, et où, sans la plus légère indécision, Françoise m'adorait et ne perdait pas une occasion de me célébrer. Que je compris que ce n'est pas le monde physique seul qui diffère de l'aspect sous lequel nous le voyons, que toute la réalité est peut-être aussi dissemblable de celle que nous croyons percevoir directement, que les arbres, le soleil et le ciel ne seraient pas tels que nous le voyons s'ils étaient connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres, ou bien possédant pour cette besogne des organes autres que des yeux
et qui donnerait des arbres, du ciel et du soleil, des équivalents mais non visuels. Telle qu'elle fut, cette brusque échappée que m'ouvrit une fois Julpien sur le monde réel m'épouvanta. Encore ne s'agissait-il que de Françoise, dont je ne me souciais guère. En était-il ainsi dans tous les rapports sociaux? Et jusqu'à quel désespoir cela pourrait-il me mener un jour, s'il en était de même dans l'amour? C'était le secret de l'avenir. Alors, il ne s'agissait encore que de Françoise. Pensait-elle sincèrement ce qu'elle avait dit à Julpien? L'avait-elle dit seulement pour brouiller Julpien avec moi? Peut-être pour qu'on ne prît pas la fille de Julpien pour la remplacer? Toujours est-il que je compris l'impossibilité de savoir d'une manière directe et certaine si Françoise m'aimait ou me détestait. Et ainsi, ce fut elle qui, la première, me donna l'idée qu'une personne n'est pas, comme j'avais cru, claire et immobile, devant nous avec ses qualités, ses défauts, ses projets, ses intentions à notre égard, comme un jardin qu'on regarde avec toutes ses plates-bandes à travers une grille, mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il n'existe pas de connaissance directe, au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l'aide de paroles et même d'actions, desquelles les unes et les autres ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d'ailleurs contradictoires, une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer avec autant de vraisemblance que brillent la haine et l'amour. Fin des citations. Donc, c'est un passage qui d'abord déploie d'une manière très classique certains thèmes de l'idéalisme et du solipsisme, puisqu'on a ce partage entre apparence et réalité très classique pour un certain solipsisme notamment, pour une certaine conception du solipsisme pour laquelle nous n'avons affaire qu'à des apparences et on doit se demander ce qui serait derrière ce voile des apparences. Or, dans ce passage, tout ce thème idéaliste ou solipsiste est associé à un thème qui est celui qui m'intéresse, à savoir celui du signe. À ce stade-là, les signes sont souvent, ici par exemple, liés à un tel partage entre apparence et réalité. Le signe est un indice un petit peu comme l'apparence. Il nous donne une raison pour penser que les choses sont d'une certaine manière, mais, et il y a deux points importants, mais il ne nous donne pas la chose elle-même, et même là où il n'est pas trompeur, il ne permet pas d'exclure la possibilité de la tromperie. Donc, les signes sont des indices qui peut-être ne nous trompent pas toujours, mais ne nous donnent pas la vraie chose et ne permettent pas d'exclure la possibilité que les choses soient autrement qu'elles n'apparaissent. Donc, les signes sont, de cette façon-là, associés à une certaine conception du rapport entre apparence et réalité, selon laquelle il y aurait un certain gouffre entre l'apparence et la réalité. Pas un gouffre parce qu'on ne pourrait jamais rien savoir de vrai, mais parce que même là où les apparences reflètent la réalité, elles le font de telle sorte qu'on ne puisse pas exclure l'erreur. Donc, dans la mesure où on ne peut pas exclure l'erreur, dans la mesure où il y a toujours une certaine incertitude, il continue à y avoir un certain abîme. On doit se contenter des apparences et on n'a pas, en un certain sens, la réalité elle-même. Donc, à ce stade du récit, les signes sont ce sorte d'indices et on remarquera que lorsqu'il s'agit de discours d'autrui, cela présuppose notamment qu'il puisse y avoir une saisie de cette vie psychique à laquelle renvoient les signes qui serait non langagère, qui ferait l'économie du signe. L'idéal ici auquel le protagoniste doit apparemment renoncer, c'est un idéal dans lequel on pourrait sentir ou saisir la vie psychique de Françoise sans des signes. Donc il y a encore une idée selon laquelle il pourrait y avoir
un rapport à Françoise qui n'est pas langagé, qui est un petit peu comme s'imagine une certaine tradition chrétienne, le dialogue entre les anges, qui n'ont pas besoin de langage parce qu'ils voient tout simplement les sentiments, ils les saisissent d'une manière plus immédiate, et la perception est, j'y reviendrai, le paradigme de cette immédiateté. Alors, le rapport du protagoniste dans la recherche de Marcel commence à changer, le rapport au signe commence à changer à un moment donné, de façon assez graduelle. Il commence à changer notamment dans Sodome et Gomorrhe et La prisonnière, donc le 4e et le 5e tome de la recherche. Le narrateur commence à accorder une certaine importance à des signes qui ne mentent pas, mais qui ne mentent pas parce qu'elles disent la vérité, mais parce qu'elles relaient tout simplement quelque chose. Donc, des signes qui tiennent lieu d'autre chose, et dans la mesure où elles tiennent lieu d'autre chose, n'accomplissent pas une tâche de représenter les choses. Lorsqu'on représente les choses, elles peuvent être vraies ou elles peuvent être fausses. En tout cas, si c'est ça qu'on entend par représenter. Je prétends que les choses sont de telle ou telle façon, et puis les choses peuvent effectivement être de cette façon ou non. Alors, le protagoniste commence à concevoir certains signes dans une autre optique, non pas comme accomplissant un travail de représentation, mais comme étant purement, si on veut, symbolique. Et par symbolique, j'entends quelque chose qui tient le lieu d'autre chose. Donc, les signes, il commence à concevoir la possibilité qu'il y ait des signes qui ne mentent pas, mais pas parce qu'ils disent la vérité, mais parce qu'ils tiennent lieu d'autre chose. Alors, un exemple particulièrement important pour lui sont certains signes qu'aimait Albertine. J'ai pas trouvé un moyen pour garder allumé, mais c'est pas trop embêtant, non? Si ça s'éteint pendant que... Non? D'accord. Donc on ne lit pas. Donc, je cite là aussi un exemple. Elle avait beau essayer de voiler la conscience qu'elle en avait, celle-ci la baignait, l'enveloppait, vaporeuse, voluptueuse, faisait paraître sa figure toute rose. Mais tout ce qu'Albertine tenait à ces moments-là, en suspens en elle, qui irradiait autour d'elle et me faisait tant souffrir, qui sait si, hors de ma présence, elle continuerait à le taire, si aux avances des deux jeunes filles, maintenant que je n'étais pas là, elle ne répondrait pas audacieusement. Certes, ces souvenirs me causaient une grande douleur, ils étaient comme un aveu total des goûts d'Albertine, une confession générale de son infidélité contre quoi ne pouvaient prévaloir les serments particuliers qu'elle me faisait, auxquels je voulais croire les résultats négatifs de mes incomplètes enquêtes, les assurances, peut-être faites de connivence avec elle, d'André. Albertine pouvait me nier ces trahisons particulières par des mots qui lui échappaient, plus forts que les déclarations contraires, par ses regards seuls, elle avait fait l'aveu de ce qu'elle eût voulu cacher, bien plus que de faits particuliers, de ce qu'elle se fût fait tuer plutôt que de reconnaître de son penchant. Donc, fin de citation. Il s'agit ici du désir que Albertine ressent dans la rencontre avec certaines filles, désir dont s'aperçoit le narrateur à un certain moment et qui le dérange énormément. Alors, à partir d'un certain moment donné, certaines expressions qu'utilise Albertine et un certain regard qu'elle peut avoir deviennent pour lui la preuve, et pas simplement la preuve de ce désir, mais c'est lui mettre en présence de ce désir. Ce sont des signes, alors les mots qu'elle prononce ou les formulations qu'elle utilise sont d'ordre langagier, mais tout en étant des mots, en fait, ces mots lui permettent de ressentir ce désir. Il a
affaire au désir lui-même, pour ainsi dire, et pour cette raison très dérangé par ces moments-là, où certains signes lui mettent en contact avec ce désir qu'il veut éviter et qu'il ne veut pas reconnaître. Donc, le signe ici commence à adopter, à jouer un autre rôle, à acquérir une autre dimension, parce que il permet au protagoniste à entrer en contact avec la chose. C'est plus un indice qui est la marque d'un certain éloignement, c'est au contraire le moyen par lequel il peut être mis en présence de la chose en question. Alors, les signes dont il s'agit sont en général des signes involontaires, des signes dont l'émission a lieu sans que ce soit voulu par la source de l'émission, par le sujet. Donc, ce sera une question sur laquelle je reviendrai dans un moment. Dans quelle mesure est-ce que le signe peut avoir cette fonction, peut être porteur d'une réalité comme il l'est dans ce cas-là, lorsque la volonté du sujet intervient, ou est-ce qu'il est important qu'il soit produit d'une façon involontaire, voire automatique, pour qu'il puisse avoir cette dimension. Mais en tout cas, déjà, on constate que ici, le signe acquiert une autre dimension. Il n'est pas indice, il est porteur d'une certaine réalité, et donc le rapport que peut entretenir avec le signe est un rapport très différent que lorsqu'il les conçoit comme des indices. Alors, il y a un courant dans la philosophie qui a cherché à rendre compte de cette dimension des signes, c'est-à-dire de concevoir le signe non seulement comme un indice, comme il peut l'être parfois, comme le point de départ pour faire une inférence sur la réalité, mais de le penser le signe comme quelque chose qui nous donne la réalité elle-même. Et c'est dans le cadre de ces tentatives qu'on a pu aussi accorder une place centrale à la notion de contexte. Donc, ce que je voudrais maintenant montrer, c'est comment ces tentatives pour rendre compte de cette dimension que peuvent avoir les signes est un biais par lequel on peut aussi comprendre l'importance qu'on a pu accorder à la notion de contexte. Ces tentatives de mettre en évidence une dimension des signes que j'ai essayé de vous présenter en m'appuyant sur la recherche du temps perdu, ces tentatives se sont souvent appuyées sur un certain rapprochement entre le témoignage et le dire plus en général, d'un côté, et la perception de l'autre. Donc, pour mettre en évidence cette dimension des signes dont je vous ai parlé, on a essayé de concevoir le rapport qu'entretient le sujet qui accueille un témoignage comme une sorte de rapport perceptuel. Donc, pour être plus précis, on a comparé la position qu'occupe un interlocuteur lorsqu'il accueille un témoignage, on l'a comparé à la position d'une personne qui perçoit ce sur quoi porte ce témoignage. Et le sens de cette comparaison étant évidemment d'essayer de voir dans quelle mesure, dans le témoignage, lorsqu'on est confronté au dire de quelqu'un, on peut avoir un rapport à la chose qui est semblable à celui de la perception. La perception étant normalement le paradigme du rapport le plus immédiat qu'on peut avoir à la chose. Alors, il y a des désaccords sur la perception, bien sûr.
mais du moins dans une conception naïve de la perception nous donne les choses d'une manière que d'autres manières de connaître ne les donnent pas. Alors le sens de ce genre de comparaison entre les témoignages et la perception, c'est de voir à quel point le témoignage peut peut-être lui aussi constituer un rapport également immédiat. Il s'agit notamment de s'opposer à l'idée selon laquelle, dans le témoignage, on aurait un rapport à la chose qui est médié, qui passe par des intermédiaires, et qui, à certains égards, est donc, si on veut, moins bon que celui de la perception. Donc, le rôle que peut jouer cette comparaison dépend évidemment de la conception qu'on a de la perception. Donc, on trouve des auteurs pour lesquels la perception comporte une dimension de représentation. Lorsque nous percevons les choses sont représentées de telle ou telle façon. Et puis la réalité, pour correspondre à cette représentation, non. C'est ce genre de perspective qui considère que la perception a une dimension représentationnelle s'appuie très souvent sur une analyse de ce qu'on appelle des illusions perceptuelles, notamment les illusions visuelles. On s'appuie sur certains cas de figure, vous connaissez les plus célèbres ou ceux qu'on présente toujours dans des manuels, le Müller-Lühr par exemple, le diagramme où deux lignes ont l'air d'avoir une longueur inégale, alors qu'en réalité, si on les mesure, elles ont la même longueur. Eh bien, on s'appuie sur ce genre de cas de figure pour introduire l'idée selon laquelle, dans la perception, les choses sont représentées d'une certaine façon, et ensuite, dans certains cas, la réalité ne correspond pas à la représentation, mais dans la plupart des cas, peut-être oui. En tout cas, pour des auteurs qui admettent cette dimension représentationnelle, la perception implique déjà une certaine médiation, puisqu'il y a la possibilité d'un certain écart. Et donc, lorsqu'on fait une comparaison entre perception et témoignage, cette comparaison peut servir à mettre en relief les médiations qui interviennent dans le témoignage aussi. Donc vous trouverez par exemple dans le Inquiry de Hume, dans le chapitre, il y a un chapitre sur les miracles, donc il s'agit de s'interroger sur la valeur qu'a le discours de ceux qui parlent sur les miracles, de s'interroger sur le statut épistémique de ce genre de témoignage. Alors pour le préciser, il fait une comparaison avec la perception, mais justement pour mettre en relief la médiation qu'implique le témoignage, un petit peu comme la perception. Donc, dans une telle optique, la comparaison avec la perception peut contribuer à mettre en relief ou à justifier, à étayer une perspective pour laquelle tout témoignage, tout discours implique une certaine médiation. Mais on peut aussi, si on a une autre conception de la perception, employer cette comparaison autrement. C'est ce qu'ont fait toute une série d'auteurs qui veulent mettre en relief la dimension des signes dont j'ai pu parler. Si on prend comme point de départ une conception de la perception selon laquelle la conscience qui est caractéristique d'une expérience perceptuelle et s'individue par rapport au réel, alors la comparaison avec la perception permet éventuellement de concevoir le témoignage comme une conscience semblable, comme une conscience de la chose elle-même, avec le même type d'immédiateté. Je vous donne un exemple qui, d'un point de vue stylistique, nous oblige de changer un peu d'univers. Sont certaines c'est la comparaison qu'on trouve dans certains écrits de John McDowell, qui
fait la comparaison suivante. Je cite donc en anglais. When the communicative process functions properly, sensory confrontation with a piece of communicative behavior has the same impact on the cognitive state of a perceiver as sensory confrontation with the state of affairs that the behavior, as we may say, represents. Elements of the communicative repertoire serve as epistemic surrogates for represented states of affairs. Je le lis à nouveau parce que c'est une certaine densité. When the communicative process functions properly, sensory confrontation with a piece of communicative behavior has the same impact on the cognitive state of a perceiver as sensory confrontation with the state of affairs that the behavior, as we may say, represents. Elements of the communicative repertoire serve as epistemic surrogates for represented states of affairs. Alors, le lexique qu'emploie ici McDowell est peut-être un petit peu trompeur, parce qu'on retrouve ici le lexique de la communication. Et donc, on s'imagine très rapidement un cadre dans lequel un locuteur emploie des signes pour transmettre un message qui est indépendant de ces signes et que les signes rendent visible ou audible à l'interlocuteur. Donc il n'est pas sûr que ce lexique de la communication soit très adapté à ce qu'il veut défendre, parce que si on regarde de plus près, en fait, on s'aperçoit qu'il y a ici une thèse qui implique une perspective assez différente. McDowell nous parle ici d'un certain cas de figure où il y a une réussite, when the communicative process functions properly. Il y a des cas de figure, nous dit-il, où il y a une certaine réussite, et la réussite, elle consiste en quoi? Que le témoignage, communicative behavior, le discours de quelqu'un, mais McDowell veut formuler ça de la manière la plus générale possible, où le témoignage peut jouer exactement le même rôle d'un point de vue cognitif, et on se demandera sur le cognitif, on précisera le cognitif dans un moment, où le témoignage peut jouer exactement le même rôle d'un point de vue cognitif que la perception. Il y aurait des cas de figure où il y a une équivalence fonctionnelle, pour ainsi dire, où voir la chose, ce serait exactement pareil que entendre parler sur cette chose. Donc, du moins dans certains cas de figure, le discours d'autrui sur un certain état de choses permettrait à l'interlocuteur de se rapporter à cet état de choses de la même manière que s'il l'avait perçu. Donc, le témoignage ici, où le discours est présenté comme un substitut de la perception, mais un substitut qui n'est pas moins bon, qui n'est pas un pis-aller, mais qui met l'interlocuteur dans exactement la même position d'un point de vue épistémique ou cognitif. Alors, pour préciser ce qu'il entend par cette équivalence, McDowell s'appuie sur une autre comparaison. Je cite: A concept at least closely akin to the concept of knowledge transmission applies to modes of behavior that we can ascribe to creatures to which we would not think of ascribing intentional action. A bird, say, might instinctively emit a characteristic sort of squawk on seeing a predator. Other birds might acquire, on hearing such a squawk, a propensity towards behavior appropriate to the proximity of a predator. Flight, increased caution in feeding, or whatever. This propensity might match a propensity they would have acquired if they had seen the predator themselves. In such a case, we can regard hearing the squawk as a further mode of sensitivity to the presence of predators, over and above more direct kinds of
perception. The upshot of this further mode of sensitivity is no less appropriately thought of as possession of information or misinformation if things have gone wrong than is the state that standardly results from perceiving a predator. Fin de citation. Donc, qu'est-ce que fait McDowell ici? Il compare le témoignage humain à l'émission des signes dans le royaume animal. Ce qui, dans un premier moment, peut paraître évidemment très réductionniste. Parce que, pour deux raisons notamment, alors déjà, on se pose la question si l'émission des signes tels qu'on les trouve chez les animaux n'est pas fondamentalement différent parce que le témoignage humain a une certaine richesse d'expression, un vocabulaire, un lexique pour s'exprimer que ne possèdent pas les animaux. Donc peut-être c'est une question de degré, peut-être c'est une question de nature, mais déjà là, faire une telle comparaison peut paraître dans un premier moment comme assez réductionniste. La deuxième raison pour laquelle cela peut déranger, c'est évidemment que le témoignage est un acte qui se caractérise par une certaine liberté. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on peut, alors, comme tout ce qu'on fait, aussi feindre. On peut dire la vérité, mais on peut aussi mentir. Alors, dans le cas de figure que McDowell ici semble avoir en tête, on a affaire à des signes qui sont produits de façon instinctive ou automatique. En tout cas, la volonté n'y semble pas intervenir. Donc, dans un premier moment, ce genre de comparaison entre l'émission de signes tels qu'on les trouve chez les oiseaux et le témoignage peut paraître réductionniste à double titre. Mais pourquoi est-ce que McDowell fait alors ce genre de comparaison? Eh bien, pour isoler les raisons qui peuvent amener à penser que le témoignage ou le discours d'autrui serait une manière moins directe de se rapporter à la chose que la perception. Il y a des raisons différentes pour lesquelles on peut résister ce genre de pensée, et en prenant ce genre de cas de figure, on peut commencer à distinguer les raisons. Il y en a notamment deux. Alors, une raison pour laquelle on peut considérer que le discours d'autrui ou le témoignage ne peut pas nous donner un rapport si immédiat à la chose que ne peut la perception, c'est tout simplement parce qu'il est linguistique, parce qu'il comporte des signes. Et ce à quoi on a affaire, ce qu'on saisit lorsqu'on entend ce discours, c'est quelque chose qui s'individue sans référence à ce à quoi il sert, à ce à quoi il permet d'exprimer. Donc, le mot rond s'individue à l'aide de structures qui ne font pas, ou pas nécessairement en tout cas, référence au rond, ou le froid. Le mot froid s'individue d'une manière qui n'implique pas une référence au froid. Ce qu'on saisit lorsqu'on saisit le mot est quelque chose de très différent de la chose à laquelle peut renvoyer ce mot. Donc il y a une certaine autonomie du signe. Alors, quand on a conscience des signes, peut-on penser, on n'a pas conscience de la chose. Comment est-ce qu'on pourrait jamais prétendre qu'une conscience des signes, même employée de telle ou telle façon, pourrait nous permettre d'avoir une conscience de la chose lorsqu'il n'y a de signe que là, on n'a pas la chose, mais justement le signe qui, par définition, sert à renvoyer à la chose. Donc, ça, c'est une première raison pour considérer que le témoignage nous donne un rapport toujours médié, toujours
moins direct, en tout cas un rapport indirect à la chose, ce qu'on pourrait appeler l'autonomie du signe. Or, il faut déjà distinguer ce genre de réticence d'une autre réticence qui est celle qui concerne la dimension pratique du témoignage, à savoir que lorsque nous employons des signes pour dire quelque chose, nous faisons quelque chose et donc il y a la volonté qui peut intervenir. Donc, pourquoi est-ce que le témoignage peut paraître impliquer un rapport indirect à la chose? Eh bien, parce que la personne peut toujours mentir. Peut-être que les choses sont telles qu'elle nous le dit, mais peut-être que non. Donc, si on n'a que le témoignage, est-ce qu'on ne peut jamais exclure que les choses ne soient pas de la façon dont prétend la personne? Alors, en se concentrant sur un cas de figure où les signes sont produits de façon instinctive ou automatique, McDowell nous oblige déjà de séparer ces deux genres de considération. Donc, dans un cas comme celui des oiseaux, où le signe renvoie à un état de fait et la possibilité de l'erreur est exclue, on voit bien comment la conscience de ce signe peut être, du point de vue de la connaissance, équivalent à une perception de la chose en question. C'est d'ailleurs pour des raisons semblables que les signes peuvent nous donner un accès à la chose lorsqu'elles sont involontaires dans la recherche du temps perdu. Il y a ce côté où, dans le cas où la production du signe est involontaire ou automatique, on a la garantie que le signe renvoie à une certaine chose. Et dès qu'on a la garantie, avoir affaire à ce signe, c'est comme avoir affaire à la chose d'un certain point de vue. S'il est sûr que quelque chose sert comme symbole d'une autre chose, eh bien, à certains égards, manier ce symbole, c'est comme manier la chose. C'est comme si on se met d'accord que la possession d'une certaine clé donne droit à une certaine maison. Donc, passer la clé, c'est comme passer la possession de la maison d'une personne à l'autre. La clé, bien sûr, c'est pas la maison. On n'est pas en train de passer la maison d'une personne à l'autre, mais lorsqu'il y a un lien nécessaire entre le symbole et ce à quoi il renvoie, ou le signe à ce à quoi il renvoie, à certains égards, la possession et la conscience du signe équivaut à la conscience et la saisie de la chose. Ça, c'est dans les cas de figure où le rapport ou le renvoi est garanti. Alors, en prenant ce genre de cas de figure, déjà, on peut alors concevoir des situations où il y a une équivalence entre un rapport au signe et un rapport à la chose. Donc, il reste l'autre considération qui est celle ayant trait à la liberté, qui est celle ayant trait à la possibilité de produire des signes trompeurs ou menteurs. Donc, qu'en est-il de la possibilité de la tromperie? Qu'en est-il du fait que le discours peut aussi servir à tromper ou à faire semblant? Et c'est surtout dans ce contexte-là que la notion ou c'est par ce biais-là que la notion de contexte a pu acquérir une place particulière dans la pensée sur le langage. Pour l'illustrer, je prends une remarque que fait le philosophe John Longshore Austin sur le témoignage. Alors c'est une remarque qu'il fait un peu comme souvent en passant dans un texte intitulé Other Minds, qu'on a traduit comme autrui. Austin fait la remarque suivante. Among the cases where we give our reasons for knowing things, a special and important class is formed by those where we cite authorities. If asked,
how do you know the election is today? I am apt to reply, I read it in the Times. And if asked, how do you know the Persians were defeated at Marathon? I am apt to reply, Herodotus expressly states that they were. In these cases, know is correctly used. We know at second hand when we can cite an authority who is in a position to know, possibly himself also only at second hand. The statement of an authority makes me aware of something, enables me to know something which I shouldn't otherwise have known. It is a source of knowledge. Fin de citation. Ce qui paraît tout à fait trivial. C'est comme s'il nous disait ici que le témoignage aussi peut être une source de connaissance. Alors, tout dépend évidemment de ce qu'on entend par connaissance. Parce que dans une certaine perspective, la connaissance est une conviction qui se caractérise par un certain degré de certitude. Donc on peut définir la connaissance en s'appuyant sur la notion de certitude. Mais ce n'est pas du tout ce que fait Austin et ce que font les auteurs dans une certaine tradition, qui considèrent que, en fait, j'ai pas inclus la citation que je voulais encore inclure, donc il va falloir que je fasse sans la citation, qui considère que le concept de connaissance ne se laisse pas analyser en conviction et en certitude, mais qui au contraire considère que la connaissance est quelque chose de primitif dans la mesure où c'est un état où on a exclu tout court la possibilité de l'erreur. Donc ce n'est pas simplement qu'on est particulièrement sûr de quelque chose, plus sûr que lorsqu'on est convaincu, ou plus sûr que lorsqu'on le pense, mais c'est un cas de figure où toute possibilité d'erreur a été exclue. Et à cet égard, ils admettent une certaine convergence entre la perception et la connaissance. Alors, il y a des différences importantes entre percevoir et connaître. La perception se caractérise par une certaine réceptivité, alors que la connaissance, elle a une dimension d'identification. Je peux percevoir quelque chose sans me rendre compte que je le perçois. Je vois quelqu'un au fond du couloir sans me rendre compte qui est cette personne. Alors, dans le cas de la connaissance, je peux peut-être aussi avoir une connaissance sans me rendre compte que je le sais, mais la connaissance, et c'est ça une différence importante, implique un moment d'identification. Si je sais quelque chose, si je sais qu'une certaine personne est au fond du couloir, alors j'ai identifié cette personne. Fait partie de la connaissance une certaine identification, donc une certaine activité si on veut. Mais malgré ces différences, et c'est le point qui intéresse des auteurs comme Austin et d'ailleurs McDowell aussi, dans les deux cas de figure, nous avons une saisie particulière parce qu'elle exclut la possibilité de l'erreur tout court. On a une conscience qui se définit par rapport au réel. Pour savoir ce que quelqu'un a perçu, il faut regarder du côté du réel pour indiquer quel est l'objet de la perception. On ne peut pas voir un arbre s'il n'y a pas de arbre à voir. On peut avoir l'impression qu'on voit un arbre, mais on ne voit pas d'arbre s'il n'y a pas un arbre là où prétendument on voit un arbre. Alors, on peut évidemment introduire d'autres usages de voir, donc, comme par exemple quand on dit voir comme ou des choses comme ça. Mais l'idée de base pour cette perspective philosophique, c'est que la conscience qu'on a lorsqu'on a une conscience perceptuelle s'individue par rapport à la réalité. Et pour la connaissance, c'est pareil. Pour la connaissance, ça paraît évidemment un peu plus trivial, mais ça implique notamment qu'on a exclu la possibilité de l'erreur. Les choses doivent être de cette façon-là. Et c'est parce que quelqu'un comme Austin mobilise cette conception de la connaissance, que lorsqu'il insiste que le témoignage est une connaissance, il est en train de
prétendre quelque chose, ou dire quelque chose de bien plus ambitieux qu'on ne pourrait croire dans un premier moment, parce qu'il est en train d'admettre une certaine convergence avec la perception. La convergence consistant en ceci, qu'on a une conscience de ce sur quoi on parle dans ce témoignage. Alors, la question qui se pose, c'est, mais n'est-il pas possible finalement que ce qui est écrit dans The Times soit faux, ou que Hérodote ait menti? Eh bien, la réponse à cette question-là, c'est imaginable. Nous pouvons nous imaginer une situation qui, du point de vue de l'interlocuteur, de celui qui accueille le témoignage, est identique, mais dans lesquelles les choses ne sont pas de cette façon-là. Elle est imaginable. Nous pouvons le concevoir, et donc tant que nous nous tenons à ce point de vue, nous n'avons pas les ressources pour exclure la tromperie. Mais que ce soit imaginable si nous nous plaçons de ce point de vue, est-ce que cela c'est la même chose que de dire que c'est possible? Et la réponse à cela, eh bien non. Que nous pouvons nous l'imaginer ne signifie pas encore que ça soit réellement possible. Et ce qui est possible, cela dépend des détails de la situation. Il faut regarder dans la situation concrètement pour voir si c'était possible qu'il y avait une erreur. Alors, c'est comme lorsqu'on donne sa parole, est-ce que du point de vue de celui qui admet une promesse, on peut s'imaginer une situation où la même chose se passe, mais la personne a simplement fait semblant? Bien sûr. Mais est-ce qu'il était possible que la personne a fait semblant en donnant sa parole? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de la situation. Ça dépend du contexte dans lequel il l'a fait. Qu'est-ce qu'impliquait donner sa parole dans cette situation-là? Eh bien, dans une certaine situation, se rapporter à un journal comme The Times peut être tout à fait insuffisant pour savoir, c'est-à-dire avoir exclu la possibilité de l'erreur. Mais dans d'autres situations, pas du tout. En fait, étant donné comment sont les choses, on a une situation où la possibilité de l'erreur a été exclue. Et c'est par cet intérêt pour l'immédiateté que peut alors impliquer le témoignage que prend sa valeur la notion de contexte. Merci. Merci beaucoup. Alors, je dois, avant de faire qu'on fasse une petite pause, je dois d'abord rectifier un oubli. J'ai oublié d'excuser une série de personnes, mais que je n'ai pas cité toutes nommément, qui n'étaient pas là aujourd'hui pour vous écouter. C'est bien dommage. Et je vais signaler aussi que ce sera le cas aussi pour la discussion. Ça, vous ne vous en étonnez pas. Nous avons une personne par Teams, qui est Laurent, qui n'a pas pu être présent sur place, mais qui nous écoute à travers Teams et qui pourra donc poser des questions également si nous branchons le son. Et on va tester ça tout de suite. Voilà, donc on fait une dizaine de minutes de pause et puis on reprend avec la discussion, sachant que notre orateur devra nous quitter pour les